Merci à vous d'être présent pour évoquer un nouveau sujet sociétal qui concerne l'industrie du jeu vidéo, mais aussi tous les secteurs en général, qui est de l'accessibilité. Pour en parler, nous avons avec nous Julie Vier, avocate en technologie, médias et communication à CIMES France. Bonjour Julie. Bonjour à tous. Merci d'être là. Du coup, première question, ce sujet de l'accessibilité du jeu vidéo, est-ce qu'il y a une spécificité propre aux jeux vidéo pour ce sujet, ou il s'inscrit dans le cadre général de toutes les industries? Alors non, il n'y a pas à proprement parler de définition juridique de l'accessibilité. En fait, l'accessibilité des jeux vidéo, en tout cas, elle s'inscrit en fait dans la notion plus générale d'accessibilité et d'accessibilité numérique. Donc un jeu vidéo accessible, c'est un jeu vidéo qui permet aux personnes en situation de handicap d'accéder à ses contenus et à ses fonctionnalités sans difficulté. Et tout comme l'accessibilité numérique, en fait, le jeu vidéo accessible, c'est un jeu vidéo qui est perceptible, c'est-à-dire qui facilite la perception visuelle et auditive de son contenu. C'est un jeu avec des contenus utilisables et compréhensif par tous les joueurs, et c'est également un jeu robuste, c'est-à-dire qui permet les compatibilités actuelles et futures du jeu, y compris avec les technologies d'assistance qui sont utilisées par des personnes en situation de handicap. Est-ce que vous avez des exemples concrets de ce que vous avancez? Alors, par exemple, pour la perceptibilité, on a des sous-titres, des dialogues. On a une technologie d'assistance qui s'appelle text-to-speech et qui va permettre de lire en fait le contenu du texte numérique, d'ajouter une traduction en langue des signes et également on peut activer des filtres. Donc ça, c'est vraiment un ensemble d'options du jeu qui sont très intéressantes parce que, par exemple, pour des personnes daltoniennes, il va être possible de changer les couleurs, de mettre en brillance des objets, des ennemis. Et toutes ces options du jeu, elles sont très faciles à mettre en œuvre pour les joueurs, en fait. Donc du coup, là, vous avez donné un éventail des possibilités pour rendre les jeux les plus accessibles possibles. Est-ce que toutefois, on peut considérer qu'un jeu peut être 100% accessible? Est-ce qu'il peut mériter ce titre-là? Alors, c'est une question difficile, mais ce qui est sûr, c'est que les options du jeu ne vont pas permettre de le rendre 100% accessible. Et je dirais même au contraire, en fait. J'attire votre attention surtout sur les outils de surcouche. Donc, un outil de surcouche, on en voit de plus en plus. C'est un bouton ou c'est une barre d'outils, en fait, qui permet, par exemple, d'augmenter la police, d'augmenter les contrastes, de changer les couleurs. Et ces outils sont souvent présentés comme des outils qui vont permettre de rendre le jeu accessible. Et voire, ils sont présentés comme permettant la conformité au référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, en fait. Ce qui est pas le cas du tout. Donc ce référentiel, si vous pouvez expliquer ce que c'est, et c'est le référentiel qui régit tout ce qui a trait à l'accessibilité dans le numérique? Alors le RGAA, en fait, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est un référentiel qui permet de contrôler l'accessibilité en général. Donc ça peut être l'accessibilité d'un jeu, mais aussi d'un site internet et des contenus numériques, en fait. En France, il y a 106 critères de contrôle. Et par exemple, je parlais des outils de surcouche. Les outils de surcouche, la Commission européenne a décidé que l'outil de surcouche n'était pas conforme au RGAA parce que, en fait, la détection automatique des problèmes d'accessibilité, elle ne couvre au maximum que 30% des critères du RGAA. Et en fait, elle pose également un problème parce qu'elle peut interférer avec les technologies d'assistance qui sont utilisées pour les personnes en situation de handicap. Donc en fait, c'est des outils qui risquent de nuire à l'accessibilité. Est-ce que vous avez identifié dans le marché des initiatives qui permettent... Est-ce que vous avez identifié dans le marché et auprès des acteurs du jeu vidéo des initiatives qui permettent de les rendre
leurs contenus les plus accessibles possibles? Alors, je pense qu'il y a eu pas mal d'initiatives, notamment d'acteurs qui ont sorti des lignes directrices pour en fait concevoir des jeux accessibles. Et je pense que ça va dans le bon sens parce que finalement, l'accessibilité du jeu, elle doit se penser dès sa conception. Donc à savoir, l'accessibilité, c'est une problématique transverse. Elle va concerner tous les acteurs, hein. Aussi bien les développeurs que les chefs de projet, les juristes. Et c'est aussi une problématique continue, donc qui doit être prise vraiment tout au long de la vie du jeu. Donc ça, c'est à prendre au compte, et je pense que les acteurs, et peut-être qu'ils ne le font pas encore assez, ils devraient effectivement essayer de mettre en place en fait davantage d'accessibility by design, donc à savoir évaluer régulièrement le niveau de conformité du jeu et également former en fait sur ces problèmes d'accessibilité sur toute la vie du jeu en fait, pas seulement dans sa conception mais également le reste du temps. On a des initiatives qui ont été prises par certains acteurs, je pense notamment au lancement de manettes de jeu adaptées. J'ai entendu parler de la Xbox adaptative joystick qui peut être utilisée avec une seule main par exemple. Ça, je pense que ça va dans le bon sens. On va pas fâcher le concurrent, PlayStation a aussi fait ça, voilà. Donc c'est quelque chose qui est en train de rentrer un petit peu dans les mœurs de l'industrie. Je pense qu'il y a une prise de conscience, effectivement. Et si on revient sur le cadre légal, à quand remontent les premières lois qui ont voulu légiférer et encourager des dispositifs de ce type sur le secteur du numérique? Alors, dans le secteur public, les premières lois sur l'accessibilité, elles remontent à 2005. Mais en fait, pour le secteur privé, il faut attendre 2016, parce que c'est la loi qui va étendre aux entreprises privées les obligations d'accessibilité. Mais là, ça ne concerne que des très gros acteurs, puisqu'on parle d'entreprises qui ont un chiffre d'affaires annuel supérieur à 250 millions d'euros. Et alors ces entreprises, notamment qui proposent via leur site ou leurs applications des jeux vidéo, elles doivent proposer des jeux qui sont conformes aux obligations d'accessibilité. Donc on a parlé du RGAA, il faut que le jeu soit conforme. Et également, il y a des obligations déclaratives. Donc elles doivent afficher le niveau d'accessibilité dès la page d'accueil, publier une déclaration d'accessibilité sur chaque service et également rédiger et publier un schéma pluriannuel de mise en accessibilité. Ça marche. Et du coup, quelles sont les sanctions possibles si ces obligations ne sont pas respectées? Alors les sanctions, il y en a deux types. Tout d'abord pour le manquement aux obligations déclaratives, on a une amende de 25 000 €. Et pour tout ce qui est manquement aux obligations de conformité, donc respect du RGAA, on a maintenant des amendes de 50 000 € parce que justement elles ont été augmentées récemment. On a vraiment, je pense, une prise de conscience là-dessus. Donc, vous avez dit que les entreprises concernées, il y avait un scope très précis de niveau de revenus, c'était 250 millions d'euros. Pour les autres acteurs qui ne sont pas dans ce scope, qu'est-ce qui se passe? Alors pour le moment, on n'a pas grand-chose, mais on a un texte européen qui va peut-être changer la donne pour certains acteurs du marché, puisqu'on a l'European Accessibility Act, qui est une directive européenne d'avril 2019 qui va rentrer en vigueur et qui a été transposée en droit français par une loi d'octobre 2003 et qui étend les obligations d'accessibilité à toutes les entreprises privées avec un chiffre d'affaires supérieur à 2 millions d'euros et qui propose certains produits et services clés, donc par exemple des systèmes informatiques matériels, des services de communication électronique. Donc on va peut-être avoir davantage d'acteurs du marché qui seront concernés en fait. Et donc du coup, si on se concentre sur les acteurs du jeu vidéo, ça veut dire que c'est tous les acteurs ou c'est... Alors ça, c'est une question complexe parce que la directive, elle n'est pas encore entrée en vigueur en fait. Et il y a certaines incertitudes juridiques sur la question.
Donc je pense qu'il faut distinguer deux cas. Donc, par exemple, la console de jeu, on a la directive européenne, en fait, elle vise tous les systèmes informatiques matériels. Et ces systèmes informatiques matériels, en fait, on pourrait faire rentrer la console de jeu dans cette catégorie parce que finalement, une console de jeu, ça pourrait être considéré comme un système informatique. On a effectivement une console qui a une capacité de stockage, qui a également un logiciel qui permet de faire usage de la console, de la configurer et aussi des fonctionnalités de réseau puisque la majorité des consoles peuvent se connecter à Internet. Donc, en principe, les consoles de jeux devraient répondre aux nouvelles exigences de la directive. En ce qui concerne les jeux plus généralement, et comme vous me dites, l'ensemble des acteurs, c'est un peu plus délicat parce qu'on aurait pu penser en fait que la catégorie jeux vidéo puisse rentrer en fait dans la catégorie médias audiovisuels. Sauf qu'en fait, la directive est beaucoup plus restrictive sur la définition de médias audiovisuels et normalement, elle ne devrait pas s'appliquer en fait aux jeux vidéo. Après, c'est une directive qui a un champ d'application très large et on ne peut pas exclure son application dans certains cas aux jeux vidéo. Je pense notamment à la plateforme de streaming qui propose des jeux vidéo et qui peut être qualifiée du coup, qui est qualifiée de service de médias audiovisuels et qui va en fait pouvoir proposer des jeux et du coup qui tomberont sous le coup de ces obligations. À savoir, je pense que, étant donné que la directive manque un peu de clarté, il est possible que la Cour de justice de l'Union européenne soit amenée à clarifier son champ d'application. Et de façon générale, ça a été souligné dans un récent rapport du Parlement européen. En fait, il faut vraiment encourager les fournisseurs de jeux en ligne à se conformer aux nouvelles exigences de la directive européenne. Si on peut faire un résumé des exigences, du coup. Alors, de façon assez générale, en fait, la directive impose que les produits et services soient conçus de manière à garantir une utilisation prévisible optimale pour les personnes en situation de handicap. Et également, les informations sur l'utilisation du produit doivent être disponibles à partir de plusieurs canaux sensoriels et être présentées de façon compréhensible. En fait, ce qui est intéressant avec cette directive, c'est que l'accessibilité devient en quelque sorte une branche de l'obligation de conformité. Donc aujourd'hui, pour apposer, on va dire, un marquage chez eux, il va falloir que le produit soit accessible. Donc ça, c'est vraiment, je pense, une très bonne initiative et j'espère que ce sera étendu en fait. Bon, on va suivre ça. Et dernière question, je suis un consommateur et je désire me plaindre d'un jeu qui n'est pas assez accessible ou j'aimerais le faire savoir. Qu'est-ce que j'ai à ma disposition pour le faire ? Alors on a un très bon outil pour le consommateur, ça s'appelle la plateforme Signal Conso. Et en fait, qui va permettre aux consommateurs de signaler de façon très facile tout produit et par exemple un jeu vidéo qui ne lui semblerait pas accessible. En fait, Excusez-moi, qui gère cette plateforme ? C'est la DGCCRF, okay. La Direction Générale de la Concurrence et de la Répression des Fraudes. Et en fait, une fois qu'il y a eu plusieurs signalements de consommateurs, cette autorité va pouvoir en fait faire des contrôles et avec éventuellement des sanctions à la clé. Ok. Et comme les types de sanctions, c'est ce qu'on a vu précédemment, c'est ça ? Alors c'est ce qu'on a vu précédemment et en ce qui concerne l'Accessibility Act, pour ceux qui y sont soumis, c'est une amende de 15 000 €. Donc, Ok, ça marche. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle pour poursuivre le sujet ? Là, je vais faire passer un micro. Merci beaucoup. Je voulais savoir justement le type d'amende qui ont été créées. Est-ce que ça s'applique en fait souvent ? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont été justement punies d'une certaine manière pour ce manque d'accessibilité ? Alors dans le secteur des jeux vidéo, on n'a pas assez de recul pour répondre à cette question. Je pense qu'il va falloir attendre quelques mois et peut-être même quelques années.
Mais peut-être qu'on y répondra à la prochaine édition, la Paris Games Week. À suivre donc. Merci. Une autre, hein, n'hésitez pas. J'avais peut-être une autre question. Alors, peut-être que je pars sur un autre sujet, mais finalement aussi peut-être l'accessibilité des personnes en termes de travail dans le domaine du jeu vidéo. Mais c'est peut-être un sujet qui est complètement différent. Et je suis désolée du coup, si c'est le cas. Alors, en termes de travail, je ne pourrais pas vous répondre dans l'immédiat parce que moi, je suis plutôt spécialisée accessibilité numérique. Mais je pense que c'est une bonne question et qui mériterait qu'on en parle peut-être également dans une prochaine édition.